docteur de mon côté en histoire de l'art, ça fait à peu près 2 ans et demi. Et voilà, j'ai eu un parcours doctoral assez compliqué, comme énormément de chercheurs en sciences humaines et sociales. Et après mon doctorat, j'ai eu vraiment besoin de partager tout ce que j'avais appris, tout ce que j'ai pu comprendre en fait après coup. Et le principal écueil dans lequel je suis tombée, c'est justement que j'ai pas bien préparé mon inscription et ça a eu des répercussions pendant tout le doctorat. Heureusement, je m'en suis bien sortie. J'ai réussi à faire financer ma thèse dans un domaine qui est pas forcément très facile à faire financer, clairement, surtout quand on n'a pas bien pensé le projet au départ. Et voilà, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous aider, de vous accompagner en fonction de chaque projet, à construire votre projet doctoral, à construire vraiment en ayant une vision de long terme et à avoir un maximum de visibilité, surtout pour réussir tout simplement à bien s'en sortir, parce que vous n'avez certainement pas pu passer à travers les témoignages désastreux qu'il peut y avoir sur le doctorat dans certains domaines en particulier. Voilà, voilà. Donc j'ai créé au mois de septembre l'année dernière l'agence Conseil aux acteurs de la recherche scientifique qui permet d'accompagner des doctorants qui sont en difficulté et bien sûr de prendre les jeunes chercheurs dès le démarrage pour leur permettre de s'inscrire dans des bonnes conditions et d'éviter tous ces écueils qui cumulés font que l'expérience va être vraiment compliquée, va mener à l'abandon ou va mener surtout à l'impasse en fait à la fin du doctorat. Et ça c'est ce qu'on veut éviter parce que autant d'efforts mérite quand même qu'il y ait quelque chose à la fin en fait. Et le problème c'est que c'est pas le cas du tout quand on s'y prend mal au démarrage, qu'on est mal orienté en fait. Alors, bon, la première erreur, je commence par celle-là parce que c'est la première chose que vous faites souvent quand vous êtes en train de préparer votre inscription en doctorat, c'est que vous écrivez un projet doctoral tout seul, souvent un petit peu dans votre coin, vous écrivez un projet parce que vous pensez que c'est ce qu'il faut faire pour convaincre un directeur de recherche de vous prendre en recherche. Et souvent, c'est ce que vous faites. Et en même temps, vous cherchez des financements, que ce soit obligatoire ou pas, vous regardez un petit peu. Donc, vous faites un peu tout ça en même temps. Mais le but pour vous, c'est souvent de commencer par rédiger ce projet doctoral. Et là, il y a vraiment une erreur qui est la plus courante, c'est de le faire tout seul. C'est-à-dire que si vous écrivez votre projet doctoral tout seul, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous n'intégrez pas l'actualité de la recherche, vous n'intégrez pas, comment dire, ce qui va être important pour la recherche dans ce domaine-là en ce moment. C'est-à-dire l'actualité des laboratoires, sur quoi les chercheurs travaillent en ce moment dans votre discipline. Vous avez souvent un sujet, mais le problème c'est que il faut l'aborder de la bonne manière pour que ce soit porteur pour vous. Il faut vraiment que vous compreniez que au cours du doctorat, vous allez devoir faire des communications en colloque, vous allez devoir publier des articles scientifiques, vous allez devoir faire vos preuves, participer à des projets divers et variés. Et le but aussi, c'est qu'à la sortie, vous ayez du réseau, vous ayez eu des contacts avec pas mal de chercheurs, pas mal d'acteurs de votre discipline. Et donc, forcément, pour pouvoir faire tout ça, il faut que votre projet s'intègre dans une actualité. Il faut trouver un lien avec une actualité dans votre discipline. Et ça, c'est difficile à faire, c'est super dur quand on est tout seul. Et l'intérêt, en fait, de faire votre projet au démarrage avec le directeur, c'est que lui, il connaît ce terrain. Lui, il sait quels sont les besoins dans votre domaine, en fait. Donc, faites super attention à ça. Ne faites pas un projet tout seul. Essayez plutôt de poser par écrit toutes vos idées, d'essayer de voir sur les sites des laboratoires quels sont leurs programmes. Vous allez sur le site des laboratoires, puis vous regardez, à chaque fois, il y a un onglet programme ou axe de recherche, pôle de recherche, et c'est ça dont il faut tenir compte pour avoir une idée un petit peu de ce sur quoi travaillent les chercheurs en ce moment. C'est la première chose à faire. Une fois que c'est fait, vous pouvez écrire éventuellement un avant-projet de votre idée, de votre projet de thèse, en pensant bien à intégrer cette actualité et en tout cas à vous poser la question. Vraiment vous poser la question au départ. Ensuite, vous allez contacter des chercheurs et vous allez pouvoir échanger avec eux et c'est eux qui vont vous dire voilà, ça c'est une super idée, le sujet est bon, ça c'est bien, ça on garde, ça attention, on va plutôt aller dans une autre direction, etc. etc.
Donc ça, c'est la première erreur à éviter, n'écrivez pas tout seul, ne pensez pas qu'il faut écrire un projet hyper béton et l'envoyer à un max de chercheurs. Parfois vous faites ça, vous envoyez votre projet écrit tout seul à 5, 10, 15, 20 chercheurs. J'ai des personnes qui m'écrivent, qui me disent non mais moi j'écris à une centaine de chercheurs en France, mais c'est impossible en fait. C'est impossible qu'il y ait autant de chercheurs qui puissent potentiellement vous encadrer parce que tous les chercheurs ne sont pas experts dans le domaine que vous proposez, sur lequel vous voulez travailler. Et donc, il faut avoir le conseil de chercheurs expérimentés qui vont pouvoir vous dire comment aborder ce sujet-là pour qu'il soit porteur pour vous, à la fois pendant le doctorat et à la sortie du doctorat. Voilà. L'erreur suivante, c'est justement de ne pas choisir son directeur. C'est-à-dire que si vous faites les démarches dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens où vous allez écrire tout seul votre projet, puis l'envoyer à plein de chercheurs différents pour essayer d'avoir un directeur, bah, ce qui va se passer, c'est que le premier directeur qui va vous répondre, vous allez le choisir parce que bah, c'est lui qui vous a répondu. Ça fait 3 semaines, 3 mois, plus parfois, que vous cherchez un directeur, vous n'avez pas eu de réponse, donc le premier qui va vous répondre, vous allez le sélectionner. Et ça, c'est super embêtant parce que du coup, vous choisissez pas votre directeur, vous le connaissez pas, vous savez pas vraiment à qui vous avez écrit au départ, donc vous l'avez pas ciblé ce directeur-là, vous savez pas vraiment pourquoi vous le choisissez. Et vous feriez jamais cette erreur si c'était une recherche d'emploi par exemple. Vous vous renseigneriez sur qui est l'employeur, quelle est la boîte, qu'est-ce qu'elle fait, quelles sont ses valeurs. Vous voyez, c'est super important de faire ça quand on est en recherche d'emploi. Mais souvent en doctorat, bah, on zappe ce côté-là parce qu'on veut tellement s'inscrire, on veut que ce soit le plus rapide possible et le plus sans douleur possible, qu'on y va et on est aussi souvent encore en mode étudiant. Et du coup, on oublie de faire ce travail de sélection. Alors l'intérêt, si vous n'écrivez pas votre projet seul et que vous avez juste un avant-projet, que vous avez contacté des chercheurs que vous aurez ciblés avant, bah, c'est que vous allez pouvoir discuter un petit peu avec eux, vous allez pouvoir les jauger, vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'ils disent là sur votre domaine, qui est un domaine que vous avez souvent déjà étudié en master, donc vous n'êtes pas complètement débutant sur ce sujet-là. Vous allez pouvoir jauger un petit peu, et puis vous allez voir que plus vous allez cibler les chercheurs, plus vous allez envoyer des mails intéressants pour eux, et plus ils vont vous proposer des entretiens préalables tout de suite pour discuter. Ils vont vous dire simplement, bon bah discutons-en, moi ça m'intéresse, pourquoi pas, on va voir. Et là, vous allez pouvoir voir un petit peu bah, comment ils communiquent avec vous, comment ils se comportent, quelles questions ils vous posent, est-ce qu'ils vous orientent ou pas. Si vous voulez avoir un encadrant qui soit bon, qui soit un bon encadrant, bah, c'est un encadrant qui oriente, il faut qu'il vous oriente dès le démarrage. C'est là que vous allez voir si c'est un bon directeur ou pas, en fait, pour vous. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins, hein. Attention, en master et puis en doctorat. Moi, je sais par exemple que j'avais plutôt envie d'avoir un directeur qui me laisse un peu tranquille, qui me laisse faire ce que j'ai envie, qui soit pas toujours sur mon dos à me dire quoi faire et pour telle date, parce que bah, j'avais des trucs à côté. Et quand j'ai démarré mon doctorat, j'ai fait l'une des erreurs les plus courantes, c'est d'ailleurs de ne pas chercher de financement, donc j'avais un job à gérer, etc. Et du coup, bah, j'ai pris le premier directeur qui m'allait bien. D'ailleurs, c'était mon directeur de master. Il était super distant. Et bon, ça s'est bien passé, heureusement, parce que j'ai tenu à former ce directeur tout au long. Et puis, ça a été. Mais je sais que énormément de doctorants souffrent de ça. Ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être encadrés, ils ont besoin d'être boostés. Quand ils doutent, ils ont besoin que leur directeur il soit là pour leur remonter le moral, leur donner des pistes aussi, leur dire où aller chercher les sources. Comment gérer la recherche en fait, tout ça, c'est des choses que vous n'avez pas apprises en master, même si vous pensez que oui, en fait, pas du tout. Et voilà, le jour où vous allez devoir publier, chercher comment faire pour publier, organiser un colloque, toutes ces activités de chercheur que vous allez faire et expérimenter pour la première fois en doctorat, bah votre encadrant, il est quand même là en première ligne pour vous montrer comment ça marche et vous introduire en fait, et vous intégrer dans le laboratoire. Donc choisissez votre directeur. C'est vraiment, ne prenez pas le premier qui vous répond, il faut qu'il soit sympathique, que le courant passe, que vous ayez échangé avec plusieurs d'entre eux pour pouvoir bah, justement avoir un encadrement qui vous convienne à vous. Donc lui, il va vous choisir et vous aussi, vous devez le choisir. Il faut que ce soit vraiment une relation dès le démarrage qui soit intéressante et stimulante pour vous comme pour lui, tout simplement. Mais Nana, je vois vos questions, j'y répondrai à la fin, hein. N'hésitez pas tous, hein, les personnes qui êtes là, posez-les, je les vois hein, et j'y réponds à la fin.
Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des erreurs? Ignorer la question du financement, hein, je l'ai évoqué juste avant brièvement. Ignorer la question du financement. Je sais que vous êtes nombreux à être en sciences humaines et sociales, hein, sur la page de l'agence. Et souvent, les financements ne sont pas obligatoires. J'en discutais encore hier avec une personne qui commentait le replay d'hier et qui disait qu'effectivement, l'inscription en doctorat, elle est plus facile si on ne sollicite pas un financement. Et quand c'est pas obligatoire, on ne le fait pas parce qu'on veut s'inscrire facilement. Et ça, c'est une erreur en fait, parce que si vous ne cherchez pas de financement, eh bien, vous n'allez pas aller, vous n'allez pas en fait vous questionner sur les besoins de votre discipline de recherche. Vous n'allez pas avoir d'informations sur qu'est-ce qui est financé en ce moment, qui finance des travaux de recherche dans cette discipline en fait, qui sont ces institutions, qu'est-ce qu'elles demandent en fait, parce qu'il y a des offres qui sont publiées et c'est bien de voir ce qui est demandé, parce qu'on voit justement, ça donne une idée de comment orienter le sujet. Il ne s'agit pas en fait de changer de sujet en fonction des offres, pas du tout, mais de rester sur un sujet et de voir sur cette thématique qu'est-ce qui peut être intéressant. Par exemple, récemment, je discute beaucoup avec un doctorant qui est en sciences humaines, en sciences de l'éducation. Il travaille sur l'enseignement à distance. En ce moment, avec le Covid, il y a plein de choses qui sont financées en recherche, évidemment, parce qu'on a changé de mode d'enseignement, parce qu'il y a eu des ajustements à faire pendant des mois et des mois à l'université, qu'il y a eu des cours à distance. Et donc, c'était intéressant pour quelqu'un qui voulait travailler sur les sciences de l'éducation, sur l'enseignement à distance, justement de tenir compte de l'actualité. Je prends l'exemple du Covid et de la crise sanitaire parce que c'est ce qui va vous parler le plus, mais dans toutes les disciplines comme ça, il y a des besoins, il y a des programmes, il y a des tendances en fait, des choses qui sont financées, et il y a une raison. Pourquoi on finance ça? Parce que ça répond à un besoin quelque part. Et vous, si vous voulez avoir une carrière de chercheur qui soit porteuse pour vous, eh bien, il faut vous questionner sur ces besoins. Je dis pas que si vous n'avez pas de financement, il faut pas s'inscrire, hein. Ça va être compliqué sans financement, mais c'est faisable. C'est faisable au moins pendant 1 an, 2 ans. C'est pas ça qui pose problème. C'est de ne pas chercher de financement qui pose problème. Parce que du coup, vous ne vous posez pas les bonnes questions. Quand on cherche un financement parce qu'il est obligatoire, on est obligé de se plier un petit peu à ce qui se fait, à ce qui va être demandé. Et puis du coup, on est au courant de l'actualité des laboratoires en fait. On sait ce qui est en train de se faire, on sait ce vers quoi on va dans cette discipline-là en fait. Donc vraiment ne tombez pas dans cet écueil. Si votre financement n'est pas obligatoire, renseignez-vous quand même. Demandez-vous, parce que ça va vous apporter une mine d'informations sur qui finance, quelles sont les institutions qui travaillent sur ça. Vous allez découvrir plein de choses rien qu'en faisant une petite recherche internet et vous seriez étonné de tout ce que vous pourriez en tirer en fait, par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui. Et puis pourquoi finalement ne pas, comment dire, parfois vous me dites non mais moi j'ai pas envie de faire financer ma thèse parce que c'est trop de pression, etc. Mais franchement, faire une thèse sans financement, vous vous rendez pas compte de la pression que c'est. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être en master et d'être salarié à côté en fait. On est vraiment sur deux projets et deux expériences totalement différentes. Si vous voulez, par exemple, imaginez-vous que vous êtes là, si vous êtes en master de recherche dans les domaines des sciences humaines, demandez-vous concrètement quelles seraient vos opportunités après le master si vous ne faisiez pas de doctorat au niveau professionnel? Est-ce que d'après vous, vous auriez beaucoup de portes? Est-ce qu'il y aurait beaucoup d'opportunités? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Parce que si c'est pas le cas, il faut éviter de reproduire l'erreur entre guillemets en doctorat, parce que après 5 ans, ou on va dire 3 à 5 ans de doctorat, c'est quand même dommage de se retrouver au point mort avec aucune porte de sortie, zéro opportunité, pas de réseau, pas de publication, etc. C'est tout un ensemble de réflexions qu'il faut vraiment avoir en amont pour orienter correctement votre projet doctoral et que ça se passe bien, encore une fois, que le réseau, que ce soit fluide, que vous puissiez avoir vraiment des interlocuteurs tout de suite, que vous puissiez avoir des opportunités rapidement et que petit à petit, comme ça, votre CV se construise année après année pendant le doctorat. Voilà, ça donc c'était la troisième chose. La quatrième, c'est de ne pas s'entourer. Souvent, vous avez tendance à rester un peu en retrait parce que vous êtes impressionné. C'est vrai que c'est intimidant parfois de se lancer en doctorat. On a parfois même peur de parler à des doctorants, donc forcément, parler à des chercheurs expérimentés, parler à des acteurs du terrain, alors qu'on a l'impression qu'on connaît pas assez de choses, et etc. Ça,
En fait, il faut essayer quand même de vous forcer à sortir un peu de votre zone de confort. Si vous avez peur, commencez par envoyer quelques mails ou par suivre des pages sur les réseaux, par suivre des chercheurs sur les réseaux, voir un petit peu comment ils communiquent, interagir sur des commentaires petit à petit, comme ça, essayez de vous entraîner, parce que de toute façon, c'est inévitable, vous allez devoir parler, vous allez devoir communiquer, vous allez devoir participer à des colloques, parfois même en organiser. Donc forcément, pour organiser un colloque, il faut connaître des personnes, faut leur écrire pour leur demander s'ils veulent bien venir pour parler d'une thématique. Et tout ça, ça se fait au fur et à mesure. Dès le début, entourez-vous parce que c'est vraiment ces discussions-là qui vont nourrir votre projet, qui vont nourrir vos idées, qui vont vous donner des opportunités, des possibilités, parce que en doctorat, comme dans tout dans la vie, en fait, ça se fait juste en discutant, en fait. En général, on pense que c'est un coup de bol, mais non, c'est juste qu'on a discuté avec des personnes, qu'on a échangé sur le sujet, qu'on a eu des idées, qu'on a eu des petites collaborations, qu'on a monté des projets à 2, à 3, puis à plus. Et c'est ça qui fait que derrière, vous avez vraiment un réseau, vous êtes intégré en fait dans votre discipline, c'est pas que dans le laboratoire, c'est vraiment interlaboratoire, parfois même à l'international. Et c'est comme ça que qu'on réussit en fait. Vous n'êtes pas sans savoir que en recherche, c'est compliqué de faire une carrière, il y a pas beaucoup de postes, quelles que soient les disciplines. Et plus vous allez avoir de personnes comme ça autour de vous avec qui échanger, moins vous aurez peur aussi d'aller vers d'autres personnes et moins vous aurez peur d'organiser des choses, etc., etc. Donc à votre niveau, eh bien, essayez de commencer tout simplement à parler avec des chercheurs de votre sujet. Pourquoi pas même créer une page sur Instagram ou une page sur LinkedIn, histoire de parler de vos doutes, de votre passion, de tout ce qui se passe en fait dans votre vie de chercheur. Il y a plein de doctorants aujourd'hui qui créent des pages, beaucoup sur Instagram. C'est quelque chose qui marche super bien en ce moment et ça permet de partager, de se sentir moins seul et de surmonter surtout euh, tous les petits blocages qu'on peut avoir au départ. Voilà, donc entourez-vous, c'est super important. Euh, Ce qui est important aussi, c'est de se renseigner sur le doctorat. C'est-à-dire que souvent, on s'inscrit en doctorat sans vraiment savoir comment ça se passe. On croit qu'on est encore attaché à une UFR, par exemple. Or non, vous n'êtes plus étudiant, vous n'êtes plus rattaché à une UFR, vous allez être rattaché à un laboratoire et à une école doctorale. Donc renseignez-vous juste sur, tiens, qu'est-ce que c'est un laboratoire, qu'est-ce que c'est une école doctorale, quelle est la différence entre les deux, en quoi moi j'ai besoin d'aller vers l'un ou vers l'autre selon telle ou telle situation. Essayez de voir tout ça, comment ça marche, comment sont organisées les équipes de recherche dans les laboratoires, comment ça fonctionne en fait, quel est le fonctionnement. Essayez de cartographier les choses dans votre esprit pour mieux comprendre. Et puis, enfin ça c'est tout bête, mais c'est juste avoir une vue d'ensemble, de commencer une fois qu'on est inscrit. Parce que là, forcément, ça vous éclaire, vous voyez tout de suite. Moi, je sais que quand je suis rentrée en doctorat, c'était pas clair du tout pour moi. J'ai mis des mois à comprendre parce que j'étais obligée de me renseigner au bout d'un moment parce que forcément, il y a le labo qui vous demande des choses, l'école doctorale qui vous demande des choses, il y a le labo qui va organiser une rentrée, et puis il y a l'école doctorale qui va organiser aussi sa rentrée. Donc on se dit pourquoi il y a deux rentrées en fait. Enfin voilà, c'est vraiment c'est tout bête, mais rien que de savoir ça, de répondre à ces simples questions, ça va vous permettre d'être plus à l'aise tout de suite et même de pouvoir expliquer à d'autres aussi tout ça. Parce que je vous rassure, personne ne sait vraiment au départ. C'est vraiment pas, c'est pas simple de s'y retrouver au début en fait, parmi tous les interlocuteurs et les instances en fait. Voilà. Demandez-vous aussi quel est votre rôle en tant que doctorant, quelle est votre place. Euh, En tant que doctorant, vous n'êtes plus étudiant. Et ça, c'est pas clair pour tout le monde, loin de là. Et en fait, ça fait une grande différence de comprendre quel est notre rôle. Est-ce qu'on est professionnel? Est-ce qu'on est étudiant? Est-ce que mener une étude en recherche, c'est être étudiant? Voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? Se renseigner sur les formations doctorales. Parce que vous savez qu'en doctorat, vous n'avez plus de cours, vous n'avez plus d'examen, voilà, c'est plus du tout ce fonctionnement-là. Il n'y a plus de semestre. C'est chaque année, vous avez des choses à faire. Et l'école doctorale va vous proposer des formations doctorales. Donc intéressez-vous aux formations parce qu'il y en a énormément, il y a tout un catalogue, il appelle eux-mêmes un catalogue de formations. Et vous, l'intérêt, c'est de voir un petit peu ce qui pourrait vous intéresser en fonction du projet que vous avez pour après. Si vous voulez être enseignant-chercheur, eh bien, il va falloir publier, il va falloir essayer d'enseigner, il va falloir essayer vraiment de cibler des actions et pour ça, de cibler des formations en particulier qui pourraient vous aider
à aller dans cette direction-là. Si au contraire vous n'avez pas vraiment d'idées précises, vous dites ouais j'aimerais bien enseigner mais je suis pas sûre, etc. Mais il y a d'autres choses qui m'intéressent, ça peut être le secteur public, ça peut être les entreprises, ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être plein de choses. Et bien à ce moment-là, regardez les formations. Sachez que les formations doctorales, vous allez pouvoir en faire autant que vous voulez. Il faut en faire un certain nombre pour valider le doctorat, vous pouvez en faire plus si vous le souhaitez en fait. Donc regardez, les catalogues sont ouverts, ils sont en ligne, ils sont sur les sites des écoles doctorales, et ça vous permet déjà d'avoir une idée en amont, avant même de vous inscrire, sur ce qui est possible en doctorat. Et ça vous renseigne aussi sur votre place et sur les possibilités en fait qui sont permises par le doctorat. Voilà. Et puis bien sûr, la dernière erreur, c'est de ne pas vous demander pourquoi vous faites un doctorat. Pourquoi vous faites un doctorat? Souvent, vous avez une idée dans votre esprit, vous n'osez pas trop le dire, mais en fait, il faut essayer d'être au clair au moins avec vous-même sur cette question-là en fait. Pourquoi vous voulez faire un doctorat? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Pourquoi vous vous lancez là-dedans? Est-ce que c'est parce que vous avez envie de faire une carrière? Est-ce que c'est parce que vous voulez impacter dans un domaine en particulier? Est-ce que c'est parce que vous voulez creuser une question, juste travailler la recherche pour la recherche? Pourquoi pas? Quel est votre objectif en fait? Pourquoi vous voulez le doctorat? Parce que on peut tous faire des recherches sur un sujet sans forcément valider un doctorat en fait. Vous voulez vous inscrire en doctorat. Donc, il y a une raison. Et je vous assure que c'est pas clair pour tout le monde, c'est même très rare d'être au clair sur cette question-là, puis elle peut évoluer aussi au fur et à mesure. Mais il faut vraiment essayer d'y répondre pour réussir à avancer dans la bonne direction, encore une fois, parce que c'est ça qui vous permet d'anticiper, c'est ça qui va vous conduire à aller poser les bonnes actions et qui va vous booster en fait tout le temps, parce qu'il va y avoir des moments de doute et vous souvenir de pourquoi vous êtes là et pourquoi vous faites tout ça. Bah, ça va vous permettre d'avoir ce matelas de secours, en fait, cette motivation qui va forcément toujours revenir, en fait. Donc vraiment, prenez le temps d'y penser et, et de mettre tout ça par écrit. N'hésitez pas à le noter. Voilà, pour les erreurs principales, il y en a plein, mais évitez celle-là, ça vous permet quand même de faire un parcours serein et maîtriser, surtout de pouvoir bien anticiper, parce que ça, c'est vraiment la clé en doctorat, sur le projet d'après. Pensez toujours au projet d'après. Alors, je vais répondre à vos questions. Ménana, bonjour. Les étudiants étrangers peuvent avoir un financement de leur doctorat? Oui, bien sûr, vous pouvez avoir un financement. Tout ce que je dis dans toutes mes vidéos, dans tout le contenu que je peux publier, est valable pour les doctorants, les jeunes chercheurs français et étrangers, en fait. Du moment que vous pensez à l'inscription en France, c'est valable. Tout ce que je dis est valable. Vous pouvez avoir un financement quand vous êtes à l'étranger, il y a plein de façons d'être financé, vous pouvez postuler un contrat doctoral. Pour ça, il faut trouver un directeur de thèse parce que c'est lui qui doit, c'est par lui que vous allez passer pour vous inscrire au concours du contrat doctoral. Vous pouvez demander une thèse CIFRE, soit vous postulez directement, vous pouvez aller sur le site de l'ANRT, ANRT, vous tapez ANRT sur Google, vous allez voir, il y a des offres dans plein de domaines. Et s'il n'y a pas d'offre qui correspond à ce que vous avez envie de faire, vous pouvez créer votre propre convention CIFRE. C'est-à-dire que vous pouvez, en fait, une CIFRE, c'est vous travaillez pour une entreprise ou une association ou voilà, une structure, publique ou privée, et en même temps vous êtes rattaché à un laboratoire, vous faites de la recherche pour l'entreprise ou pour la structure en fait. Donc vous pouvez dire bah tiens moi je m'intéresse à ça, il y a telle ou telle association, structure, entreprise qui pourrait être intéressée par une recherche là-dessus, je vais les contacter. Et une fois que j'aurai trouvé l'entreprise, je vais pouvoir chercher un laboratoire. Vous pouvez faire l'inverse aussi, vous cherchez un laboratoire et après vous cherchez une entreprise. En tout cas, c'est faisable, il y a plein d'informations sur le site de l'ANRT, donc allez-y. Tout ça, c'est des contrats de travail qui vous permettent d'être financé et d'arriver en France avec un visa de travail et pas avec un visa étudiant en fait. Donc c'est une super bonne question, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir. Après, il y a tout ce qui est bourse de recherche aussi, et là, c'est les fondations qui vont les donner, c'est tout ce qui est... il y a des associations, il y a plein de structures en fait dans tous les domaines. Donc cherchez, en fonction, partez de mots-clés qui correspondent à votre domaine de recherche. Vous voyez, il y a des laboratoires qui proposent des choses, il y a des assos, il y a des fondations, il y a toutes sortes de structures dans tous les domaines. Faites une veille, mettez en place une veille qui vous permet de repérer ces financements. Alors, est-ce que la problématique de recherche doit être traitée empiriquement sur le terrain en France ou ça peut être réalisé ailleurs?
Bah, ça dépend en fait, ça dépend de la problématique. Euh, c'est pas assez précis pour que je puisse vous répondre correctement là. En fait, votre problématique, si c'est bien ce que je pense, vous pouvez, par exemple, si vous voulez faire le doctorat en France, mais que le terrain de votre recherche il se trouve dans votre pays d'origine, je sais pas si c'est ça, mais c'est souvent ça pour les étudiants internationaux, c'est possible que la problématique soit située en dehors du territoire français. C'est pas le problème. Il y a plein de laboratoires français qui travaillent sur des territoires étrangers, en fait, internationaux. Donc, il faut repérer les laboratoires dans ce cas-là, je pense. Enfin, c'est sûr, je veux dire, faites ça. Regardez quel laboratoire pourrait travailler sur tel ou tel terrain. Ça peut être aux États-Unis, ça peut être au Canada, ça peut être en Afrique, ça peut être partout. Si vous trouvez des chercheurs qui travaillent sur ce terrain-là, il y en a plein en France, bah, contactez-les pour qu'ils deviennent votre directeur et discuter avec eux, poser-leur des questions sur ce qui est faisable ou pas dans ce laboratoire en tant que doctorant et voyez avec eux tout simplement. Est-ce possible de faire une co-direction avec un laboratoire à l'étranger? Ouais. C'est ce qu'on appelle une co-tutelle. Dans ce cas-là, c'est pas une co-direction. Une co-direction, c'est quand vous avez deux chercheurs en France et qui, pour X raisons, vont se mettre ensemble. Une co-tutelle, c'est quand c'est international. Et donc là, il faut trouver un directeur en France. C'est toujours pareil en fait. Il faut toujours trouver un directeur en France. Et c'est lui qui va porter votre dossier de co-tutelle auprès de l'école doctorale, donc tout ce qui est administratif, pour pouvoir mettre en place la co-tutelle. Essayez de voir si vous avez éventuellement des pistes pour un directeur dans votre pays d'origine et ensuite chercher en même temps un directeur français. Sachez quand même que euh, si vous voulez, enfin, je relis la question, je me rends compte que peut-être que vous voulez, vous êtes français, vous voulez toucher un laboratoire à l'étranger, dans ce cas-là, c'est pareil. Cherchez un directeur en France et il va pouvoir vous aiguiller sur quel chercheur aller contacter à l'étranger sur tel terrain. C'est comme ça que ça fonctionne, il va pouvoir vous dire parce que lui, il connaît justement ce terrain-là. Ok. Ouais, bon, de toute façon, tout ce qui est codirection, essayez de voir pourquoi ça se justifie en fait, parce que c'est ça qui va intéresser l'école doctorale, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est pourquoi vous voulez mettre en relation ces deux pays, qu'est-ce qui va justifier que vous le fassiez, est-ce que c'est pertinent de le faire, etc. C'est pas toujours le cas. Vous pouvez très bien avoir un directeur en France et un terrain à l'étranger sans qu'il y ait de co-tutelle. C'est pas obligatoire en fait. Donc là, vraiment, allez voir les directeurs, une fois de plus, parlez avec des chercheurs qui sont sur ce terrain et ils vont pouvoir vous aiguiller correctement. Dites-moi hein, si je réponds bien aux questions, si c'est ça que vous vouliez dire, parce que c'est pas forcément évident avec un tel résumé. Alors Arthur, bonjour, vous avez parlé de ce point, est-ce que vous avez un modèle de convention CIFRE? Bah, il n'y a pas de modèle de convention CIFRE en fait. Un modèle de convention, en fait, c'est pas ça qui doit vous intéresser. Si vous voulez avoir des infos sur la CIFRE, allez sur le site de la NRT, vous allez avoir tout ce qu'il faut, il y a des fiches, il y a des offres, il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez même déposer votre projet de CIFRE parce que les labos et puis les entreprises et toutes les structures consultent aussi le site de la NRT quand ils cherchent un doctorant qui veulent financer une recherche en fait. Donc allez sur le site de la NRT, vous allez mieux comprendre comment fonctionne la CIFRE, mais dites-vous qu'en fait c'est pas compliqué. Il faut simplement mettre en relation une entreprise et un laboratoire. Donc vous pouvez très bien passer par le site de la NRT, mais vous pouvez aussi très bien commencer en discutant avec des chercheurs une fois de plus, en leur disant que vous avez envie de mettre en place une CIFRE, que vous avez peut-être déjà une idée de l'entreprise en question, peut-être que vous travaillez pour cette entreprise. D'ailleurs, si c'est le cas, attention, parce qu'il ne faut pas que vous travailler dans cette entreprise depuis plus de 9 mois, si vous êtes déjà salarié de cette entreprise. Et puis, vous allez voir que la NRT vous documente énormément sur les modalités de la convention CIFRE, sur ce qu'il faut savoir, sur comment ça fonctionne pour l'entreprise, pour vous, pour le labo, etc. etc. Là, vraiment, c'est complet. Y a-t-il une limite d'âge pour candidater à un doctorat? Si c'est un contrat doctoral, non, il n'y a pas de limite d'âge du tout. Vous pouvez postuler à un contrat doctoral à n'importe quel âge. Pour les CIFRE aussi. En fait, vous candidatez pas à un doctorat. Vous candidatez pas à un doctorat. Il n'y a pas de... Ça veut rien dire candidater à un doctorat en France. C'est s'inscrire en doctorat et c'est postuler sur des offres de financement. Et donc là, je sais pas, mes nanas, si vous parlez de candidater à un contrat, mais en tout cas, il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge globalement, hein. En France, pour s'inscrire en doctorat, il n'y a absolument pas de limite d'âge. Il y a plein de retraités qui font des thèses aussi. Enfin, vous voyez, il y a plein de façons de faire en fait.
Pas de souci Arthur, bah, je suis contente. Ouais. Allez voir sur le site de l'ANRT, ce sera beaucoup plus clair. Et puis bien sûr, vous n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions autres. Sachez que le programme lauréat, si je fais tous ces lives et que je suis là, c'est parce que j'ai un programme qui permet d'accompagner des futurs doctorants dans cette inscription, dans tout le montage du projet. Donc ça veut dire chercher le directeur, ça veut dire créer le projet, ça veut dire aller chercher des financements, comment les repérer ces financements, comment postuler efficacement aux offres, comment réussir à faire une inscription réussie qui vous permette derrière d'avoir un vrai potentiel et d'avoir vraiment des opportunités, en fait. Pas rester là tout seul à faire votre doctorat dans votre coin et sans connaître personne et sans savoir ce qui se fait, comment ça se fait. Parce que là, bah, vous êtes certain que le doctorat vous servira à rien, en fait. C'est vraiment le truc principal à éviter. Donc si vous voulez avoir des infos sur le programme d'accompagnement que je propose via l'agence, vous regardez sur la page de l'agence, vous allez sur mon site ericadupont.com, enfin c'est partout, en ce moment je publie partout parce que les portes se sont ouvertes hier, elles se clôturent le 24 avril, donc si vous voulez des infos, allez voir sur tous ces liens. Hugo, je suis français, admis au Québec, ok, et je recherche une co-tutelle en France ou en Belgique, donc ouais. Ok, et ben si vous êtes admis au Québec, en fait vous n'êtes pas le premier, c'est pas évident. On est admis à l'étranger, c'est un système totalement différent, donc l'inscription elle va pas requérir les mêmes paramètres qu'en France. Donc si vous êtes accepté à l'étranger, c'est pas toujours simple de trouver une co-tutelle en France. Ce qui m'intéresserait, Hugo, c'est de savoir pourquoi vous voulez absolument une co-tutelle justement. Qui vous demande une co-tutelle? Est-ce que c'est obligatoire? Et dans quel contexte vous cherchez une co-tutelle? Ça me permettrait de mieux vous répondre en France ou en Belgique. Pourquoi, du coup, si le terrain en question, est-ce qu'il est en France? Est-ce qu'il est en Belgique? J'aurais besoin d'avoir plus d'infos, je ne peux pas vous répondre plus précisément. Est-ce que c'est obligatoire de passer par Campus France? Non. En doctorat, vous passez pas par Campus France en fait. C'est en licence et en master que vous passez par Campus France. Même si Campus France est génial parce qu'il vous apporte plein d'infos, il y a l'annuaire des écoles doctorales, il y a des offres, il y a plein d'informations. Mais pour tout ce qui est visa, etc., vous ne passez plus par Campus France pour le doctorat. Vous allez faire une demande de visa en dehors. Il n'y a pas de structure qui vous prend en charge non plus, donc c'est compliqué. N'hésitez pas à contacter Campus France. Je sais qu'ils accompagnent parfois des personnes, mais pas toujours. Et souvent, ça s'accompagne d'une inscription en master, une double inscription. Donc, voyez avec eux. Mais en tout cas, c'est pas du tout obligatoire, ça c'est certain. Avril, c'est tôt. Qu'est-ce qui est tôt, Arthur? C'est de s'y mettre pour monter le projet? Si c'est ça, non, c'est pas tôt. C'est très bien de s'y prendre plutôt en avril qu'en juin parce que les facs sont fermées en juillet et août. Il y a genre personne à l'université, il y a personne à l'administration. Donc c'est vrai que les inscriptions, elles s'ouvrent au mois de septembre et jusqu'à fin d'année. Mais si vous voulez communiquer avec des chercheurs, monter le projet en amont, etc., là, faut commencer, quoi. Faut vraiment y aller. Surtout si vous voulez, par exemple, postuler un contrat doctoral. C'est au mois de mai, c'est courant mai que vous allez déposer votre projet doctoral, en fait. Donc, pour avoir un projet doctoral qui puisse être accepté pour un contrat, bah, c'est maintenant, parce que là, vous n'allez pas l'improviser dans un mois et encore moins au mois de juin. Donc, faites attention au délai. Là, c'est la bonne période pour commencer à creuser, à chercher. Et c'est ça la difficulté aussi quand on est en master, qu'on est sur d'autres choses et que, voilà, rassurez-vous, si vous êtes un peu pris par le temps, vous êtes loin d'être le seul, hein, c'est très compliqué. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des questions par rapport à tout ça, si je suis claire aussi hein, dans ce que je vous explique. Est-ce qu'il est réellement possible de faire une thèse avec un master pro? Mon jury m'a incité à poursuivre en thèse lors de ma soutenance de mémoire. Bah voilà, vous répondez à la question. En fait, un master pro peut déboucher sur un doctorat si vous avez rendu un mémoire, justement un mémoire de recherche. Si en plus votre jury vous a incité à le faire, bah foncez. Et justement, alors vous verrez que si par exemple vous postulez un contrat doctoral, là, ici au mois de mai-juin, si vous venez d'un master pro, ils vont souvent vous demander le mémoire justement pour voir un petit peu si c'était vraiment un mémoire de recherche ou pas et quelles compétences vous avez vraiment pu acquérir dans le domaine de la recherche. N'hésitez pas à aller voir sur le site de la formation que vous avez suivie parce que c'est écrit souvent dessus. Sur le site, vous allez chercher votre formation
Et dessus, c'est écrit sur quoi ça peut déboucher. Si vous pouvez faire un doctorat avec ce Master Pro, ce sera indiqué sur cette page-là. Donc allez voir et vous aurez la réponse. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment possible de faire une thèse avec un Master Pro, c'est plutôt courant, tant que justement vous pouvez justifier d'une expérience de recherche. Hugo, alors mon projet, recherche-création transdisciplinaire, ok, ouais. L'échange entre différents labos me semble intéressant et la recherche du financement me semble plus simple, plus intéressant. Ouais, mais en fait, vous pouvez. En fait, ça change quoi que vous soyez en co-tutelle pour une recherche du financement? Ça change pas forcément grand-chose. Le fait que ce soit transdisciplinaire, bah, c'est plutôt courant, surtout en sciences humaines, tout ce qui est création. Donc, oui, dans le sens où, ouais, s'il y a jeux vidéo, politique et architecture, ouais, ça peut être pertinent, mais en fait, c'est pas obligatoire pour autant. Essayez, moi je commencerai en fait par regarder quel laboratoire français pourrait s'intéresser aux jeux vidéo. Déjà, vous êtes dans quelle discipline à la base? Est-ce que c'est art plastique? Je sais pas du tout. Est-ce que c'est Sciences Po? Est-ce que c'est de quelle spécialité vous partez en fait? Et en fonction, allez voir les laboratoires parce qu'il y a sûrement d'autres chercheurs qui sont sur des thématiques proches ou qui seraient intéressés par une recherche là-dedans. Mais là, vraiment, si vous voulez simplifier entre guillemets la recherche de financement, ne pensez pas forcément co-tutelle parce que c'est pas ça qui va apporter une valeur pour les dossiers. C'est plutôt pourquoi vous voulez faire ce projet-là, qu'est-ce qui serait intéressant et porteur dans ce domaine, pourquoi jeux vidéo, politique et architecture. Bon, personnellement, en plus je suis historienne de l'art, donc je visualise pas tout à fait. J'aimerais bien savoir plus sur votre projet. Mais renseignez-vous sur les programmes des labos et essayez de repérer 2-3 directeurs qui pourraient être intéressés par ça. Et là, c'est là que vous allez avoir des pistes pour un financement. Mais vraiment, la co-tutelle, ça change rien en fait. Enfin, si vous allez pouvoir forcément, par exemple, vous allez pouvoir avoir un financement de contrat doctoral français, mais c'est tout. Enfin, on parle de places extrêmement restreintes de toute façon, donc ça va pas forcément faciliter. Je pense pas. C'est plutôt de bien monter le projet de recherche qui va faciliter votre recherche de financement. C'est vraiment de vous dire, ok, c'est quoi les besoins, pourquoi je fais ça, pour qui vous faites ça, et qui ça pourrait intéresser en fait. Et là, vous allez commencer à avancer dans le bon sens. Ok, Oriane, parfait, pas de souci. Et je pense que ça posera pas de problème dans ce cas-là. Si c'est un mémoire professionnel de recherche, c'est bon. Vous pouvez regarder si vous voulez tous, hein, dans les textes, vous tapez sur Google arrêté 25 mai 2016 doctorat. Vous allez tomber sur l'arrêté du 25 mai 2016 qui fixe le cadre de la formation et dedans il y a des infos sur qui est éligible, comment ça se déroule, etc. Younes, alors je vais obtenir mon master de recherche en commerce international, bravo, en fin décembre 2022. Et non, Younes, pas pour cette année en tout cas, mais pour l'année prochaine. Pour 2023, oui. À ce moment-là, si vous êtes diplômé en décembre 2022, ce sera trop tard pour créer un projet doctoral parce que les inscriptions en doctorat vont se clôturer fin novembre, début décembre selon les écoles doctorales. Donc pour cette année, ça va être mort. Mais franchement, c'est pas grave. Honnêtement, prenez votre temps. Prenez le temps de finir le mémoire. Prenez le temps de faire tout le travail en amont de repérage, d'approfondir le terrain, de monter votre projet tranquillement pour une inscription en septembre l'année d'après. Franchement, c'est idéal en fait. C'est idéal. Je vous assure qu'en ce moment, j'accompagne beaucoup de personnes, d'étudiants qui sont en master et franchement, c'est hyper galère pour eux de gérer la fin du mémoire parce que souvent, on s'y prend un peu à la dernière minute pour les mémoires puis ça passe vite en fait. Du coup, on travaille sur le mémoire de recherche et puis en même temps, on doit postuler un doctorat, monter un projet, mais c'est un truc énorme en fait. Et c'est pas idéal de le faire dans ces conditions-là, donc prenez le temps, hein, Younes, vraiment, ce sera pas de trop, sincèrement. Et de rien, mes nanas, ça me fait très plaisir de répondre à vos questions, c'est chouette. Aucun souci, n'hésitez pas, s'il y a encore des questions, de toute façon, je vais mettre le replay en ligne, mais voilà. Sachez aussi que je suis en live toute la semaine à 16h, hein, jusque vendredi en fait. Et vendredi, c'est spécial questions en fait. Il y a pas de thème. Le thème, c'est l'inscription en doctorat. Donc si vous avez des questions cette semaine, bah, notez-les.
revenez au live de vendredi et on échange, on aura vraiment du temps pour parler de toutes vos questions et les approfondir comme il faut, quoi. Voilà, voilà. Alors Hugo, je suis sur la recherche de labo. Très bien. Échange sur des chercheurs proches de mes thèmes, c'est bien. Ouais, identifier les besoins, ouais, ouais, c'est en identifiant les besoins que vous allez identifier les financements, tout simplement. Vous allez voir qui finance, pourquoi, par rapport à quelle actualité dans votre domaine, et c'est là que votre projet il va vraiment partir correctement. Et puis si vous avez une co-tutelle, tant mieux, mais... Pardon, j'ai fait une fausse manip. Tant mieux, mais c'est pas obligatoire. Les vidéos sont sur YouTube. Ouais, alors j'ai pas encore publié le live d'hier, ce que je pensais faire, parce qu'hier le live il a été très court, et je pensais faire le montage, faire une seule vidéo peut-être pour mettre tous les lives en replay, je sais pas encore en fait. Mais oui, oui, toutes les vidéos de replay seront sur YouTube et je les diffuserai sur les réseaux sociaux aussi, donc vous pouvez pas les rater, vous inquiétez pas. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, si c'est pas fait, vous tapez Erika Dupont sur YouTube et vous tomberez sur ma chaîne directement. Et puis il y a plein d'infos aussi sur le programme d'accompagnement. Si vous avez des questions sur le programme d'accompagnement, il ne faut vraiment pas hésiter à les poser. Il y a plein d'infos sur les réseaux et sur mon site. Mais bah, voilà, il y a peut-être des questions de votre côté sur cet accompagnement. Est-ce qu'il y a... Voilà, faut pas hésiter à les poser parce que c'est aussi pour ça que je suis là. Voilà, voilà. S'il n'y a plus de questions, bah, on va peut-être arrêter là du coup pour aujourd'hui. J'attends encore un petit instant. Ce que vous pouvez faire éventuellement, si vous êtes là, bah, même que vous soyez là ou pas les autres jours, un petit exercice que je peux vous proposer, c'est vraiment de prendre une feuille, ou enfin une feuille libre ou une feuille Word, et d'écrire pourquoi vous voulez faire un doctorat. Parce que ça va vous donner, bah déjà ça va vous permettre de formaliser les choses dans votre esprit, et ça va vous donner une direction en fait. Pourquoi vous voulez le faire à titre perso? Parce que souvent, il y a un côté de dépassement, tout le monde ne fait pas un doctorat, donc il y a quelque chose là qui vous attire, un côté challenge peut-être, mais aussi professionnellement. D'un côté, pourquoi au niveau perso, et d'un autre côté, pourquoi au niveau professionnel vous voulez faire un doctorat? Qu'est-ce que vous cherchez par là en fait? Écrivez ça, c'est super important parce que vous allez voir plus loin que l'inscription. Et voir plus loin que l'inscription, c'est monter un projet qui est porteur. Vous voyez, pour qui vous avez envie de travailler, qu'est-ce qui vous ferait kiffer en fait par la suite, qu'est-ce que vraiment vous aimeriez faire dans l'idéal, pourquoi vous voulez le doctorat. Faites cet exercice. Vraiment, vous allez être surpris de tout ce qui peut sortir. C'est pas forcément de le dire à tout le monde, c'est juste d'être au clair avec vous-même sur ça et d'aller chercher la réponse en fait. Parce que je vous assure que c'est un super exercice pour vous en ce moment sur la phase d'inscription. Voilà, bon, il n'y a plus de questions, du coup, ce que je fais, c'est que je vous laisse. Je vous souhaite une très belle soirée, fin de journée. Je vous dis peut-être à demain, à 16h, même heure. On parlera de... De quoi on parle demain? On parle des étapes à suivre pour s'inscrire sereinement en doctorat. Donc, venez avec toutes vos questions si vous en avez. Et puis, passez une très belle soirée. Ciao, à bientôt.